avec vous, Catherine, que j'ai croisée à la Philharmonie il n'y a pas très longtemps. On se connaît un petit peu moins bien. Vous êtes paysagiste, diplômé aux États-Unis et docteur en architecture. Vous enseignez le paysage et la géographie à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette et l'histoire du projet de paysage à l'École des paysages de la transition écologique, les Sages. Vos recherches portent sur l'esthétique de la perception spatiale par le mouvement dans les jardins et l'espace public urbain, et c'est en cours de ça dont vous allez nous parler. Tout de suite, je vous laisse la parole, on a à peu près 30 minutes. Merci. Oui. Bonjour, ça marche? Oui, ça va? Vous m'entendez? Bon, alors, bonjour. Merci pour la présentation et merci à Stéphanie de m'avoir invité. Donc moi, je suis une ancienne de l'époque où ça s'appelait pas master mais CEA. Donc, je me souviens, 97-98. Je rentrais tout juste des États-Unis et de mon diplôme américain de Master in Landscape Architecture, où j'avais fait un mémoire sur Versailles qui a ensuite donné lieu, donc sur la promenade à Versailles qui a donné lieu ensuite à cette thèse. Je suis arrivé en France, je ne connaissais pas le monde du paysage en France, j'avais envie de connaître, je me suis dit que m'inscrire dans une formation, c'était un bon moyen d'entrer en lien avec ce qui se passait en France. Et donc, je suis arrivé comme ça dans le CEA, et qui a été une très belle année pour moi et très déterminante aussi, entre autres par les contacts que j'ai pu faire. Alors, d'une part, certains contacts qui sont devenus des contacts professionnels, d'autre part, des amitiés qui durent toujours depuis une vingtaine d'années, plus d'une vingtaine d'années. Alors, mon activité professionnelle n'a pas été une activité d'historienne des jardins, mais par contre, j'ai côtoyé des jardins historiques, j'ai continué à travailler sur Versailles et sur d'autres jardins historiques, et donc Ermenonville que vous voyez ici caché derrière ces dessins. Et ce que je voudrais vous proposer, c'est un peu une réflexion donc, sur une approche des jardins à travers une expérience sensible, et peut-être aussi une question pour vous tous. Est-ce qu'une telle approche peut participer à la connaissance et à la reconnaissance des jardins historiques, avec ce que ça peut impliquer sur les options d'aménagement, de gestion, de stratégie que ça peut avoir. Donc c'est vraiment une question, c'est un peu des idées comme ça, qui restent des hypothèses et que je vous soumets. Alors la promenade est un objet d'étude d'histoire culturelle aussi. Peut-être le premier exemple. Alors, on peut... donc le premier exemple, celui qui est tout à fait à gauche, c'est peut-être un exemple précurseur d'une étude sur la promenade à Paris par Marcel Poët, mais c'est surtout plus récemment, donc ça rejoint un peu les périodes qui ont été mentionnées par Hervé Brunon, une réflexion vraiment sur la promenade, mais avec des approches multiples, avec une histoire disons, culturelle de l'activité de promenade, une histoire littéraire de la promenade, des histoires plus sociologiques, anthropologiques de la promenade, l'utilisation de la promenade pour des études historiques. Là, je pense à la couverture en gris, à Rumble, Linger and Gaze, qui est un doctorat en 2020 par une architecte suédoise. C'est aussi utilisé comme métaphore en littérature, en philosophie, comme exemple de métaphore, cet ouvrage d'Umberto Eco, Six promenades dans les bois du roman et d'ailleurs. Et c'est intéressant de se dire que la promenade, elle signifie quelque chose de suffisamment important pour nous qu'elle peut être utilisée comme métaphore pour étudier quelque chose d'aussi important ou d'apporter quelque chose sur une des activités humaines aussi importantes qu'est la littérature. Alors, ça a fait également l'objet de travaux par des historiens des jardins. Alors ici, un colloque organisé par Hervé Brunon en 2013 et un certain nombre d'articles. Alors parfois des articles individuels, ça je ne les ai pas mis, mais
enfin si quelques-uns, quelques revues, alors par John Dixon Hunt également, qui a été mentionné par Hervé Brunon, des articles de lui-même, et j'ai indiqué aussi deux articles que j'ai écrits, dans un petit ouvrage qui est une réédition de la manière de montrer Jardin de Versailles et de Louis XIV. Là, j'ai ajouté un commentaire, donc je dis parfois que j'ai comme co-auteur Louis XIV. Et puis, dans la série donc, de conférences qui avaient été données dans le cadre de l'année Le Nôtre à l'école de paysage, donc en face, il y a eu une séance sur la marche à laquelle j'ai participé, et donc ça a donné lieu à cet ouvrage Paysage et l'héritage de Le Nôtre. Alors, je voudrais vous proposer ma définition de la promenade. Donc, ce n'est pas une définition du dictionnaire, c'est un peu une définition de pourquoi la promenade est intéressante pour nous, pourquoi elle est importante pour nous, pourquoi elle est importante pour les jardins. Parce que c'est l'une des multiples manières de marcher, et c'est une attitude de marche particulière où le marcheur-promeneur se rend disponible aux sollicitations des qualités spatiales polysensorielles des lieux qu'il traverse. Donc vraiment là, ce qui m'intéresse, c'est que c'est un moment de relation entre la personne qui se promène et les lieux dans lesquels il se promène. Et les jardins sont un lieu particulier pour accueillir ce type d'activité, car le jardin, pour être apprécié, doit être parcouru. Car il n'y a aucune autre raison d'aller se promener dans un jardin, si ce n'est le désir de le faire. Le jardin doit donc se donner les moyens, par ses seules formes physiques, d'inviter le visiteur à entrer et à le parcourir. Il doit donc agir comme une continuelle invitation, comme une succession de propositions faites aux visiteurs, aux promeneurs. Mais le jardin n'impose rien ou peu. Il propose. Et ces propositions, qui sont des espaces dans lesquels on peut s'arrêter, regarder, continuer son chemin, tourner à droite, tourner à gauche, continuer tout droit. Et les choix que le promeneur fait en réponse à ces propositions, ça mène à de nouvelles propositions, et cela à travers la promenade. La promenade devient ainsi, on peut la considérer comme une sorte de dialogue spatial, donc entre celui qui se promène et le lieu dans lequel il se promène. Et donc créer un jardin, une manière de définir ce qu'est la création d'un jardin, c'est d'inventer des telles possibilités de dialogue qui prennent corps dans les formes physiques du jardin. Alors le fait que, il y a oui, alors il y a un titre, et il va y avoir des titres, et tous les titres sont cachés par cette noir, donc le jardin, enfin la promenade est une évidence. Ah, merci. La promenade est une évidence pour les jardins. Et c'est tellement une évidence que c'est rarement mentionné en tant que tel, mais de temps en temps, ça apparaît au détour d'une phrase ou un peu par opposition, par une raison négative. Alors, par exemple, Saint-Simon, quand il parle, donc dans ses mémoires, quand il parle de Le Nôtre, il dit à un moment que Le Nôtre disait des parterres qu'ils n'étaient que pour les nourrices, qui, ne pouvant quitter leurs enfants, s'y promenaient des yeux et les admiraient du second étage. Il y excellait néanmoins, comme dans toutes les parties des jardins, mais il n'en faisait aucune estime, et il avait raison, car c'est où on ne se promène jamais. Je pense que c'est ça vraiment, enfin pour moi peut-être c'est cette phrase plus que toutes les autres qui symbolise, qui est le nœud de la reconnaissance de l'importance essentielle de la promenade comme moyen d'expérience esthétique des jardins. Alors, je voulais vous citer deux autres exemples. Par exemple, dans l'ouvrage des Alliés d'Argenville et Leblanc, si ces deux bosquets sont assis, alors il est en train de décrire la manière dont il faut composer un jardin, et par exemple qu'il ne faut pas que le jardin soit symétrique. Alors ça, c'est une chose intéressante. Il doit être visuellement symétrique, mais spatialement non, car si deux bosquets sont à côté d'un parterre, quoique leur forme extérieure et leur grandeur soient égales, donc le parterre apparaît symétrique avec ce qui l'entoure, il ne faut pas pour cela répéter le même dessin dans tous les deux, il faut en varier les dedans, car il serait désagréable de trouver le même dessin des deux côtés, et quand on aurait vu l'un, on n'aurait point de curiosité d'aller visiter l'autre. Et il continue en disant, donc, il y a la moitié du jardin où on se promène, l'autre moitié, on ne va pas se promener si on pense que c'est la même chose, et donc, en fait, on n'a fait qu'un demi-jardin. Et on a dépensé 2 fois l'argent qu'on aurait dû dépenser. La question de l'argent revient toujours dans ces traités.
Alors, un autre exemple, Marquis de Girardin, alors, qui lui, au contraire, évidemment, de Saint-Simon en général, du XVIIe siècle et d'un grand nombre de personnes, enfin du XVIIIe et également du XVIIIe siècle, n'appréciaient pas le nôtre, mais enfin, son traité, c'est un vrai pamphlet contre l'art des jardins, alors, on dit, à la française. Le fameux Le Nôtre, qui fleurissait au dernier siècle, acheva de massacrer la nature en assujettissant tout au compas de l'architecte. Et donc, il détaille comment il a assujetti les eaux, la végétation, le terrain, et aussi la porte la plus voisine pour sortir de ce triste lieu, fut-elle bientôt le chemin le plus fréquenté. Donc, encore une fois, un jardin est fait pour se promener. La preuve que les jardins du siècle dernier sont des jardins inacceptables, c'est qu'on refuse de s'y promener et on cherche à les quitter le plus vite. Et donc, ce qu'il propose, évidemment, c'est la promenade, par exemple, à Ermenonville. Donc, la promenade est devenue un thème au XVIIIe siècle. Il ne l'était pas en tant que tel au XVIIe siècle, même si donc, il y a des ouvrages comme l'ouvrage de Scudéry, donc, qui a été mentionné, Mademoiselle Scudéry, qui a été mentionné précédemment, un ouvrage qui s'intitule La promenade à Versailles, qui en effet décrit une promenade. Donc, c'est un roman, il se passe des choses, mais les personnages, avant de raconter leur histoire, vont faire un tour du jardin. C'est l'occasion de décrire le jardin en 1668. Mais la promenade, donc, et il y a beaucoup d'exemples de ce genre, mais la promenade n'était pas un thème en soi, ce qu'il est devenu au XVIIIe siècle dans les traités sur les jardins, et j'imagine pas seulement, également en littérature et en philosophie et d'autres domaines. Alors, je vais donner un dernier exemple de l'évidence, ce que j'appelle l'évidence de la promenade. Donc toutes les représentations des jardins, les gravures du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, montrent des jardins pleins de monde en train de se promener. Et on les voit faire toutes sortes de choses. Ils sont par groupe de 2 ou 3, il y a parfois des chiens, il y a parfois des enfants. Mais il y a un type de figure que l'on retrouve tout le temps. C'est un groupe de 2 ou 3 personnages qui se parlent avec l'un d'entre eux qui est en train de montrer quelque chose dans le jardin. Et donc, vous le voyez tout à fait à gauche, c'est donc une gravure qui représente Versailles, donc une gravure du XVIIe siècle. Ensuite, une gravure du XVIIIe siècle. Vous voyez ici une gravure japonaise du XVIIIe siècle. Vous voyez une scène que j'ai eu la chance de voir au Japon, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années. Et peut-être ce qui est évident, quand j'ai vu que la personne commençait à lever le bras, alors tout de suite j'ai sorti l'appareil photo, évidemment. Et une des choses intéressantes, c'est qu'il montre la même montagne, donc sur la gravure du XVIIIe et la scène d'il y a quelques années. Alors c'est pour moi ce que je voulais montrer ce que ça me montre pour moi, c'est que c'est la promenade, c'est peut-être là le plus pur moment de promenade quand on se promène vraiment pour être en connexion avec l'espace dans lequel on est, pour le regarder, pour l'observer, pour l'éprouver. Et un de ces moyens, quand on est plusieurs, c'est de se le montrer l'un à l'autre. Et c'est ce que l'on voit dans ces gestes. Alors donc ça, c'est une partie de la recherche que j'avais faite sur ma thèse. J'avais regardé les descriptions de visites à Versailles pendant la première partie de l'histoire du jardin, donc pendant le règne de Louis XIV. Alors, il y a énormément, c'était un jardin qui a toujours été visitable avec des règles variées, mais donc comme il y a eu toujours du monde, il y a eu énormément de descriptions. Parfois, c'était juste des mentions, mais il y a un certain nombre de descriptions plus ou moins complètes de promenades. C'est celle que vous voyez ici. Et je suis sûr qu'il y en a d'autres, et en particulier dans d'autres langues. Ces descriptions peuvent se classer selon plusieurs types de descriptions officielles, donc produites officiellement par la Maison du Roi, des romans ou autres, mais enfin officiels ou semi-officiels pour présenter le jardin, et en général le jardin en même temps que le château à d'éventuels visiteurs. Il y a des romans ou des essais, donc comme Scudéry que j'ai mentionné avant, mais quelques autres aussi. On voit des personnages qui vont raconter une histoire, mais qui d'abord se promènent, et c'est l'occasion de décrire le jardin. Il y a aussi différents guides touristiques et récits de voyage, donc guides touristiques pour des gens qui vont acheter le livre et vont se promener dans le jardin avec l'ouvrage qu'ils ont acheté, ou éventuellement vont l'acheter après en souvenir, mais aussi des récits de voyage, donc après un voyage, des auteurs qui racontent leur expérience. Et puis, il y a aussi quelques manuscrits dont on ne sait pas forcément la destination, comme le premier qui est cité, qui a été écrit par un ancien fontainier qui avait pris sa retraite, et donc il a écrit un long poème en vers
dédié au roi, dont il existe un manuscrit et puis ensuite un deuxième manuscrit du 19e siècle parce qu'il a été recopié et qui se trouve ici à la bibliothèque de la ville de Versailles. Et puis quelques autres, et entre autres, évidemment, la manière de montrer les jardins de Versailles de Louis XIV, qui étaient des notes de travail dictées à un secrétaire qui allait les donner à celui dont le rôle serait de guider les visiteurs dans les jardins. Alors évidemment, le jardin a beaucoup évolué pendant le règne de Louis XIV, et les visites ne sont pas faites dans le même jardin, même si elles se sont toutes faites à Versailles, elles se sont toutes faites dans Versailles tel qu'il était au moment où les récits ont été imaginés et écrits. Et donc, je pense que c'est important d'essayer de représenter les itinéraires dans la mesure du possible sur un fond de plan qui représente ce à quoi devait ressembler le jardin hypothétiquement à ce moment-là. Alors, ça semble une évidence, mais il y a quelques publications par des historiens qui utilisent dans leur travail d'historien les récits de promenade et qui utilisent pour les représenter le plan de Versailles à la mort de Louis XIV, ce qui, dans certains cas, leur fait faire passer le chemin, enfin le parcours dans des allées qui n'existaient pas encore. Bon, c'est un détail, mais ça me semble vraiment intéressant sur cette relation entre connaissance historique et objet graphique pour l'analyser, pour l'étudier. Alors, j'ai commencé aussi à étudier Ermenonville où il y a eu... Enfin, la raison pour laquelle j'ai choisi Ermenonville, c'est un endroit qui a été aussi énormément visité. Alors, d'abord parce que c'était un jardin connu par son propriétaire et son premier dessinateur, et ensuite, évidemment, à cause de la mort de Rousseau, qui a été enterré. Et donc, en fait, il y a eu des visiteurs qui venaient en pèlerinage sur la tombe sur le cénotaphe la tombe cénotaphe de Rousseau, jusque plus ou moins vers le milieu du 19e siècle, enfin, dans toute cette période européenne où il y a eu des révolutions dont aucune n'a eu un succès, et toutes ces personnes porteurs des nouvelles idées de liberté, lorsqu'ils venaient en France, venaient visiter le jardin d'Ermenonville. Et comme quelques exemples, en Hongrie, les gens venaient d'aussi loin de Hongrie et visitaient Ermenonville et rendaient hommage à Rousseau devant l'île aux peupliers. Pour revenir à Versailles, donc j'ai étudié ces différentes descriptions et j'ai essayé de voir d'abord en quoi consistait la promenade, quels éléments de la promenade se trouvaient dans la description. Évidemment, il y était question de vue, mais il y était question aussi de sens de l'orientation, il y était question de parfum, de son, il y était question de type de mouvement, parce que parfois donc on va tout droit, on tourne à droite, à gauche, on doit monter, descendre des marches, des rampes. Il y était question de surprise, et aussi de sorte d'attente. On s'attend, il y a un chemin qui tourne, on s'attend à avoir quelque chose qui arrive et qui va nous surprendre. Donc tous ces éléments se trouvent, alors à chaque fois on peut définir, il y a différents types de vues, des vues larges, des vues plus étroites, le sens de l'orientation aussi qui apparaît à plusieurs échelles, bon, etc. Donc chacune des catégories peut être déclinée et affinée. Et quand on regarde tout ce qui se passe le long d'un parcours, alors là j'ai suivi la moitié du parcours de Louis XIV et j'ai indiqué donc les uns sous les autres ces différentes catégories, ça forme une sorte de partition sensorielle et on voit la richesse de ce qui se passe dans un tel parcours. En tout cas, on devine, c'est une des choses qu'un tel dessin fait ressentir, c'est qu'en fait il se passe sensoriellement énormément de choses quand on visite les jardins de Versailles. Et en bas, vous voyez donc l'itinéraire qui a été suivi. Alors, pour étudier ce texte, alors la première chose, c'est vrai que j'avais commencé en regardant, bon, il parle des vues, il parle des parfums, enfin, on commence par les 5 sens, parce qu'on se dit il y a 5 sens. Évidemment, en étudiant les psychologues, les neurophysiologues aujourd'hui, eux ne parlent plus de 5 sens. Le monde sensoriel est plus compliqué, il y a beaucoup d'autres sens corporels. Donc, il fallait aller plus loin. Et en allant plus loin, alors ça, en fait, j'ai fait quelque chose avant de connaître ce livre, j'ai trouvé ce livre après, mais en essayant de voir comment la langue elle-même exprimait le caractère spatial du parcours. Alors ça, André Borio est une des spécialistes de l'étude de la manière dont la langue française exprime l'espace,
Et elle a écrit, alors c'était dans les années, je n'ai pas noté la date, mais c'est les années 80 ou début 90, ce petit ouvrage qui est un sort de compendium, mais quand même assez complexe. Donc, je vais juste passer rapidement sur la table des matières, mais juste, vous voyez à quel point il y a beaucoup de finesse dans la manière dont une langue peut exprimer l'expérience spatiale. L'aspect statique, l'aspect dynamique, les relations d'échelle entre celui qui perçoit et l'espace qui l'entoure. Et donc tout ça est exprimé alors, par des verbes, par des adverbes, par des tournures, par de multiples façons qui sont un peu détaillées dans cet ouvrage. Et donc c'est en effet un peu ce que j'avais fait, mais peut-être sans aller aussi loin évidemment, dans mon travail de thèse, qui m'avait permis de définir un peu plus précisément le type d'expériences qui sont décrites dans les récits, comme le sens de séparation entre différents espaces ou d'éléments qui terminent des espaces, ou encore d'autres choses, des éléments qui bordent les espaces, qui les ferment. Enfin, il y avait différents aspects. Le rôle d'objets à l'intérieur d'espaces qui étaient ressentis comme cohérents. Les objets à l'intérieur permettaient d'affiner le sens de la structure de cet espace, par exemple en créant des axes de symétrie ou en renforçant le sens de bordure, ou en créant des entrées, en ayant des lieux dans l'espace où le passage physiquement possible était réduit avant de s'élargir de nouveau. Et puis dans les descriptions, on trouve aussi la direction du mouvement. Il y a des espaces dans lesquels on va entrer, d'où on va sortir, qui se trouvent à notre droite, à notre gauche, au devant de nous. Et donc tout ça, c'est des petits mots déjà. Donc ça permet de comprendre encore plus finement tout ce qui compose la qualité spatiale de l'expérience qu'on peut avoir le long d'une promenade. Et donc ça, c'était d'autres essais graphiques de représentation. Alors celle du bas, ça reprenait le style de ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais avec des catégories différentes, donc plus liées aux exemples que je viens de vous montrer. Et en haut, c'était autre chose, mais il me semblait important de dire qu'une expérience spatiale, c'est pas seulement là où on est maintenant, c'est toujours aussi une projection, et parfois plusieurs projections à plusieurs échelles, comme je sais qu'il y a une statue là-bas que je veux aller voir, mais il y a cette autre statue qui est plus près que je vais voir en attendant, enfin en cours de route pour aller voir celle d'après. Donc, chaque moment d'expérience, en fait, est composé d'une superposition de temporalité d'expérience. Et il y a le passé et il y a le futur, mais il y a aussi les passés, ceux dont on se remémore, qui nous permettent de mieux saisir là où on se trouve à un moment donné ou de reconnaître des objets que l'on a déjà vus auparavant et que l'on retrouve au cours du reste de la promenade. Alors, le type de relation que l'on peut avoir à l'espace, il me semble, il y a trois types que l'on peut définir, trois types distincts. Il y a d'abord des objets qui occupent de la place dans l'espace, qui occupent un espace que nous, on ne peut pas occuper, comme des statues. On peut s'en approcher, on peut s'en éloigner, on peut éventuellement en faire le tour, mais on ne peut pas occuper l'espace qu'ils occupent. Ensuite, il y a des choses, alors je m'excuse, j'ai fait cette conférence aussi en français, mais là j'ai retrouvé une diapositive en anglais. Il y a alors ce que j'ai appelé espace, mais il doit y avoir un meilleur mot pour les lieux, ceux qui sont, c'est un morceau de l'espace en général qui peut nous envelopper, donc dans lequel on peut entrer, d'où on peut sortir, dans lequel éventuellement on ne peut pas entrer parce qu'il y a une barrière. Mais donc c'est un type de relation à ce type d'élément spatial qui est tout à fait différent au type de relation qu'on peut avoir vis-à-vis des objets. Et puis ensuite un troisième type qui m'a semblé apparaître assez fortement dans les descriptions de Versailles et aussi dans d'autres, ce que j'ai appelé le panorama, quand on a devant soi une vision très large et qui est au-delà de tout espace. Il n'est plus question de le rejoindre, de s'en éloigner. Il est tellement loin et il occupe tout le champ visuel. C'est quelque chose au-delà de l'espace. Et alors tout ça, la relation dépend aussi des questions d'échelle. Une statue impressionnante qui semble très grande, qui est loin, peut devenir pour nous un but. S'il y a une statue très petite qui est très loin, on va se dire elle est trop loin et on ne va pas y aller, on ne va pas y penser comme un but, on va chercher ailleurs. Dans la question de l'échelle de l'objet et de la distance de l'objet, ça participe à la manière dont on entre en relation avec cet objet. Et finalement, une dernière chose sur laquelle je vais revenir, les moments de choix. Alors voilà, c'est une étude, juste pour vous montrer cet exemple, c'est une étude que j'ai développée lorsque j'ai eu la chance de passer une année à Versailles, à travailler sur la lagune de Versailles. Est-ce que Venise, pardon. La lagune de Venise.
Et en particulier, il y a les objets que vous voyez ici, qu'on appelle les bricolets, qui sont à la fois des objets, à la fois des marqueurs, donc des courants d'eau souterrains que les bateaux peuvent parcourir, donc des marqueurs d'espace qui rendent l'espace pénétrable, qui en font pas juste une surface qui apparaît comme un panorama, mais un espace dans lequel on peut pénétrer, puisque le chemin pour pénétrer est marqué. Donc, c'est des objets qui jouent ces trois rôles spatiaux, objet, espace et élément d'un large panorama. Alors, je voulais vous montrer un autre exemple d'un travail que j'ai fait avec des étudiants, des doctorants à Budapest. Alors, c'est la ville de Budapest, c'est pas un jardin, mais les questions que cela pose sont des questions qui se posent aussi dans les jardins. L'exercice était de partir donc de l'université de psychologie qui était là et de rejoindre le Danube. Ce n'était pas plus précis que ça. On pouvait choisir le chemin que l'on prenait pour rejoindre le Danube. Et donc, le groupe d'étudiants est parti ensemble. Je pensais que tout le monde allait aller de son côté, mais en fait, à chaque intersection, on s'arrêtait pour discuter ce qu'on était en train par où on allait continuer. Et on a fini par faire le trajet ensemble et par faire le trajet que vous voyez ici, avec des choix d'importance différentes. Il y avait des choix qui étaient liés à la... Donc, c'était des étudiants de Budapest, donc ils connaissaient Budapest. Quand je leur disais, là, vous êtes en plein centre-ville et vous allez rejoindre le Danube, ils avaient une idée de comment rejoindre le Danube. Donc, les choix étaient en fonction de leur vision de l'endroit où ils voulaient rejoindre le Danube. Mais il y avait d'autres choix aussi qui semblaient pas être des choix. Par exemple, la route principale qui coupait des petites ruelles, on ne se rendait même pas compte qu'on faisait le choix de continuer sur la rue principale ou l'avenue principale. Et donc, il y a eu cette échelle, je dirais, trois échelles de choix. Le choix en fonction du but final, le choix à peine perceptible comme choix, et entre les deux, un choix pour des raisons locales. Par exemple, on est sur un trottoir où on est dans une partie de la rue qui est bruyante et on veut la quitter, on veut aller dans une rue plus sombre. Le parcours était fait d'une succession de choix d'importance différentes. Et donc, j'ai commencé à faire une classification dans laquelle la question de l'échelle joue un rôle important et le fait que certains choix qui se faisaient à une petite échelle, en fait, transformaient les choix possibles aussi pour la grande échelle. Enfin, c'était quelque chose de vraiment intéressant, le rôle des choix et la manière dont les choix transformaient la vision que l'on pouvait avoir de l'ensemble de l'espace en fonction du but que l'on se donnait dans cet espace. Alors, c'est un peu les questions que j'ai continué à me poser. Et j'ai eu l'occasion, alors à part Budapest, de faire aussi quelques petites expériences avec des étudiants de l'école d'architecture de Paris-la-Villette. Alors, malheureusement, c'était toujours des expériences trop courtes. On faisait un exercice et on en parlait, mais après, on passait à autre chose parce que les cours n'ont jamais permis d'approfondir, parce que ça faisait toujours partie d'un cours plus large qui traitait d'autres choses. Et c'est une des choses que j'aimerais développer, éventuellement avoir l'occasion avec des étudiants de faire des expériences où on fait l'expérimentation avec un type de notation qui permet de devenir plus sensible à l'espace, mais d'avoir l'occasion d'y revenir, de l'approfondir, de vraiment comprendre mieux ce qu'on a compris, ce qu'on a appris pour développer ensuite sa propre, disons, compétence perceptuelle. Alors voici juste quelques exemples. On a fait un tel exercice à la Villa d'Est. Alors, je vais passer rapidement, j'ai pas mal d'exemples, je ne vais pas vraiment détailler tous les exemples, mais c'est juste pour vous donner une idée de ce que ça peut donner graphiquement et du fait qu'à chaque fois, ça pose des questions différentes. Alors, le schéma que j'utilise, en général, je l'ai utilisé pour les différents jardins, parfois avec un peu des variantes. Je mets une série de lignes, donc vraiment comme une partition pour traiter des vues. Mais plusieurs lignes veut dire, vous pouvez vous dire qu'en effet, il y a des vues étendues, il y a des vues étroites, il y a des vues d'un objet. Qu'est-ce qui vous semble important à vous de définir les typologies de vues qui vous semblent importantes au cours de votre promenade? Le mouvement, la topographie, montée, descente, tournée. Les sons, là aussi, plusieurs lignes. Il y a peut-être plusieurs types de sons ou plusieurs manières de faire l'expérience de son. Des promesses, des surprises, le sens de l'orientation et le choix, qui me semble toujours quelque chose d'essentiel. Il me reste 2 minutes. Donc, je vais passer très rapidement, alors juste pour vous montrer ce que font les étudiants. Alors, je ne leur disais pas comment dessiner. Ils choisissaient le type de dessin qui correspondait le mieux à ce qu'ils avaient envie, comment ils avaient envie de représenter ceux dont ils avaient fait l'expérience. Donc, en général, ils font un premier exercice sur place et ensuite, ils le remettent au propre. Et je vous montre différents exemples au propre ou sur place. Bon, ça, c'est un peu une autre.
analyse, ça c'est un peu ce que moi j'avais fait, mais je vais passer. On a fait le même exercice à Ermenonville. Ça a donné aussi des choses très belles. Et c'est intéressant de comparer alors les différentes manières qu'ont les étudiants de représenter la même chose. Donc, ils vont faire chacun l'exercice, ils vont avoir d'autres manières de représenter ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent. Où là, à Ermenonville, les bancs étaient importants et ils avaient différentes manières de traiter la manière dont ils remarquaient la présence des bancs. Voilà, la catégorie des sons. Et c'était aussi intéressant de comparer les différentes représentations du même parcours. Et ici, on voit que les deux représentations sont très différentes, mais dans les deux cas, on sent bien que quelque chose de particulier s'est passé à cet endroit. Alors, bon, il y avait aussi, on a aussi fait ça au bout de Chaumont, donc je passe rapidement. Voilà, je ne vais pas détailler. Mais ça pose également aussi la question de la représentation du temps, des expériences qui sont en continu ou celles qui sont des moments particuliers. Voilà, donc je m'excuse, je suis passé vraiment rapidement. Juste pour dire, j'ai fait une proposition à un moment pour Ermenonville il y a plusieurs années. Je voulais proposer ce type d'expérience, non pas à des étudiants en architecture, mais à des visiteurs du jardin, pour voir si ça permettait d'offrir une autre vision ou d'enclencher peut-être une réflexion sur le jardin dans lequel les richesses issues des nombreuses couches historiques qui s'y superposent peuvent apparaître, que ça c'est plus un espace agréable parce qu'il y a de la verdure et il y a de l'eau et il y a des cascades, il y a des oiseaux, mais soudain on se rend compte qu'il se passe des choses spatialement et on peut commencer à se poser des questions et à se poser des questions qui sont des questions liées au caractère historique du jardin. Et donc voici, bon, ça n'a pas été retenu malheureusement, mais c'est quelque chose qui m'intéresserait, donc que je vous propose. Si quelqu'un est intéressé par s'essayer à ce genre d'expérience, ça permet de poser plusieurs questions, ce que l'on peut faire avec une notation abstraite, mais qui me semble intéressante parce qu'elle ne demande pas de savoir-faire graphique particulier, qui fait peur aux gens qui n'ont pas l'habitude de dessiner. Il faut choisir le type d'observation que l'on demande, parce que c'est ça qui devient conscient. Par exemple, si on ne parle pas des sons, on les perçoit, mais si on ne nous demande pas d'y faire attention, on ne fait pas forcément attention, sauf certaines personnes, des musiciens. Bon. Est-ce que ça permettrait de développer une certaine compétence spatiale, donc une compétence de la perception de la richesse spatiale des lieux qui nous entourent? Est-ce qu'une telle dimension il y a plein de fautes de frappe, excusez-moi, une telle dimension de connaissance permettrait de mieux ressentir la richesse de la spatialité d'un jardin et en particulier l'intérêt que cela pourrait avoir pour les connaissances d'un jardin historique et pour la mise en œuvre de réflexion sur le jardin historique. Parce que, bon, quel que soit l'exercice demandé à chaque fois pour les étudiants donc, qui ont participé, ça a été une expérience mémorable. Et le fait que ça soit mémorable, ça participe au fait qu'on s'attache plus au lieu que l'on a exploré. Et juste pour la dernière phrase, pour finir, en fait, ces réflexions que je vous présente, surtout à la fin, ça vient d'un début d'échange que j'ai eu avec un paysagiste qui travaille pour la ville de Paris et qui pensait que peut-être ça aurait été intéressant, c'était intéressant pour des jardiniers de la ville de Paris, peut-être même pour des élus de la ville de Paris, de faire ce genre d'exercice pour commencer à faire plus attention à leur jardin. Donc se donner les moyens plus de moyens de connaissances, de moyens financiers et de réflexion stratégique pour gérer ces jardins. Voilà, merci, excusez-moi. Merci Catherine.